la corde mordait profondément la cheville de Chloé Dubois, coupant la circulation sanguine alors que son corps se balançait à près de 3 mètres au-dessus du sol accidenté de la campagne cévenole. Le sang affluait à son crâne, teintant les bords de sa vision d'un rouge carmin menaçant. Au-dessus d'elle, le vieux châtaignier craquait de manière sinistre, chaque rafale de vent envoyant de nouvelles vagues d'agonie à travers sa silhouette inversée. 35 degrés, pas un coin d'ombre, pas une goutte d'eau depuis plus de 6 heures. Son pouls martelait ses tympans, un rythme frénétique de 120 battements par minute, qui chutait ensuite à 90, puis à 70. Sa conscience vacillait comme la flamme d'une bougie mourante. Les braconniers l'avaient laissé là pour devenir une proie facile, une charogne en devenir, et déjà les vautours tournaient dans le ciel, leurs ombres dansant sur son visage comme des présages funestes. Pas comme ça, murmura-t-elle à travers ses lèvres craquelées, une image de ces soldats tombés à Gao traversant son esprit. Pas seul. Puis, un bruissement dans les broussailles. Un immense loup gris émergea de la lisière des arbres. 65 kilos de pur prédateur, des yeux d'ambre fixés sur sa forme impuissante. Des cicatrices striaient son museau, témoin silencieux de combats passés. Cela aurait dû être sa fin. Au lieu de cela, quelque chose d'impossible se produisit. Le loup s'approcha. 6 mois plus tôt, Chloé Dubois était arrivée au parc national des Cévennes, portant des fantômes bien plus lourds que son équipement de garde forestier. À 34 ans, elle arborait cette sorte de lassitude qui vieillit une personne au-delà de son âge. L'explosion de Gao résonnait encore dans ses rêves, le souvenir assourdissant de l'engin explosif improvisé qui avait transformé 12 bons soldats en souvenirs et fragments de métal. Elle était la seule à être sortie vivante de cette colline malienne, et parfois elle se demandait si ce n'était pas la plus cruelle des ironies. Les papiers du divorce étaient finalisés depuis 8 mois. Lucas Bernard n'avait pas supporté ses hurlements nocturnes, sa manie de vérifier les serrures 3 fois, sa façon de sursauter au moindre bruit de pot d'échappement. « Tu n'es plus la femme que j'ai épousée », avait-il dit. Et il avait raison. Cette femme était morte avec son unité dans la poussière et la fumée d'une guerre lointaine. La nature sauvage des Cévennes offrait ce que les thérapeutes et les médicaments ne pouvaient lui donner, un espace pour respirer sans avoir à s'expliquer, un silence sans jugement. En tant que garde forestier expérimenté, Chloé patrouillait des territoires où les voix humaines étaient rares et les antennes relais inexistantes. L'isolement convenait à son âme endommagée. Son supérieur, Stéphane Leroy, semblait assez compréhensif. 48 ans, les tempes grisonnantes et des yeux bienveillants qui masquaient des courants plus profonds. Il avait perdu son propre fils, Léo, 3 ans plus tôt, un accident de noyade qui l'avait vidé de sa substance. Chloé reconnaissait en lui le regard hanté d'un parent qui avait échoué dans sa tâche la plus fondamentale. Ils partageaient parfois un café, 2 êtres brisés qui comprenaient que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Le loup apparut dans la vie de Chloé comme une prière exaucée par le mauvais Dieu. Fantôme, c'est ainsi que les autres gardes l'appelaient, un mâle gris massif qui chassait seul, évité par les siens. Avec ses 65 kilos, il était plus grand que la plupart de ses congénères, doté d'une intelligence qui semblait presque humaine. Des cicatrices de balles sillonnaient son épaule gauche et son museau, preuve de rencontres antérieures avec la cruauté des hommes. La première fois que Chloé le vit, elle suivait la piste de chasseurs illégaux près du massif du Mont Égual. Fantôme émergea d'un bosquet de pins, ses yeux d'ambre croisant les siens à travers 30 mètres de prairie. Chaque protocole lui hurlait de reculer lentement, d'éviter le contact visuel, de se faire petite. Au lieu de cela, elle resta transfigurée. Quelque chose dans ses profondeurs dorées parlait à la soldate en elle, une reconnaissance d'un autre guerrier marqué par la bataille. Il disparut dans l'ombre avant qu'elle ne puisse lever son appareil photo, ne laissant que d'énormes empreintes dans la terre meuble. Chloé photographia les traces, mais ne rédigea jamais le rapport. Certaines rencontres semblaient trop sacrées pour la paperasse. Le loup hantait ses pensées comme les visages de ses soldats morts. Mais contrairement à ses souvenirs, la présence de fantômes apportait la paix au lieu de la douleur. Le 15 septembre se leva avec cette clarté cristalline qui pousse les gens à croire que le monde est un endroit sûr. Chloé vérifia son équipement avec une précision militaire. Radio, GPS, trousse de premier secours, armes de service, appareil photo. La routine calmait ses nerfs comme elle l'avait fait au Mali, où la préparation faisait la différence entre rentrer à la maison et rentrer dans un cercueil. Stéphane Leroy l'intercepta près du local à matériel, son visage gravé d'une inquiétude qui semblait sincère jusqu'à ce qu'on l'examine de trop près. « J'ai des rapports de camping sauvage sur le massif du Mont Égual », dit-il en lui tendant une chemise cartonnée. « Probablement rien,
mais on ne peut pas laisser les touristes croire qu'ils peuvent s'installer où bon leur semble. Chloé jeta un œil aux coordonnées. Le mont Égual était isolé, même pour les Cévennes. Une randonnée de 10 km à travers un terrain qui mettait à l'épreuve les chevilles et l'endurance. Parfait pour quelqu'un cherchant la tranquillité, que ce soit pour camper ou pour d'autres activités. Tu veux que je demande du renfort? Manon Girard s'occupe de ce groupe de touristes de Paris. Tu sais comment les citadins se perdent en regardant leur téléphone. Le sourire de Stéphane n'atteignit pas ses yeux. De plus, tu es notre meilleure pisteuse. S'il y a quelque chose là-haut, tu le trouveras. Le trajet jusqu'au début du sentier prit 2 heures sur des routes qui cédaient progressivement la place à la nature sauvage. La radio de Chloé crépita de conversations de routine jusqu'à ce que les montagnes engloutissent le signal quelque part après le 15e kilomètre. Le silence semblait plus lourd que d'habitude, pressant contre ses tympans comme les instants précédant une embuscade. Elle chargea son sac sur ses épaules et commença l'ascension. Le sentier serpentait à travers une forêt de pins denses où des arbres centenaires filtraient la lumière du soleil en faisceaux cathédraux. Ses bottes trouvèrent leur rythme sur la terre battue, la mémoire musculaire la portant en avant tandis que ses yeux cataloguaient les détails, branches cassées, empreintes inhabituelles, tout ce qui n'appartenait pas à l'ordre naturel. Après 6 kilomètres, elle trouva le premier collet. Le nœud coulant en fil de fer était suspendu sur une piste de gibier, presque invisible dans le sous-bois. Chloé le photographia sous plusieurs angles avant de démanteler soigneusement le dispositif. Des braconniers. Sa mâchoire se serra tandis qu'elle rangeait la preuve dans son sac. Il ne s'agissait pas de camping sauvage. Il s'agissait de loups. Le deuxième collet confirma ses soupçons. Du sang frais tachait le fil de fer là où un animal s'était battu désespérément pour sa liberté. La radio de Chloé grésilla de parasites lorsqu'elle tenta d'appeler des renforts. Les montagnes avaient avalé sa voix, la laissant isolée dans une nature qui se sentait soudain hostile. Elle continua d'avancer, suivant des empreintes de bottes qui s'enfonçaient plus profondément dans l'arrière-pays. 3 paires, toutes masculines à en juger par la taille et la démarche. Ils n'avaient fait aucun effort pour cacher leur passage, ce qui signifiait soit de l'arrogance, soit un piège. Au Mali, elle avait appris que les ennemis trop confiants étaient souvent les plus dangereux. L'attaque survint sans avertissement. Chloé était accroupie au-dessus d'une douille de fusil usagée, photographiant la preuve, lorsque des bruits de pas fracassèrent les broussailles. 3 hommes en tenue de camouflage surgirent de leur couverture avec la coordination d'une équipe entraînée. Des bandanas masquaient leurs visages, mais leurs yeux brûlaient d'une intention prédatrice. « Tiens, tiens !» lança le plus grand d'une voix traînante, portant l'accent plat de la région. « Regardez ce qui est tombé dans notre toile. » La main de Chloé glissa vers son arme de service, mais le deuxième homme avait déjà un fusil pointé sur sa poitrine. « Je ne ferai pas ça, Madame la garde. On veut juste discuter un peu de vos itinéraires de patrouille. » L'entraînement militaire s'activa comme une mémoire musculaire. Chloé évalua les angles, les distances, les voies de fuite. 3 contre 1, arme dégainée, aucune couverture à portée de main. Les chances étaient minces, mais elle avait survécu à pire à Gao. Vous êtes en violation d'environ 6 lois nationales. Partez maintenant et peut-être que j'oublierai vos visages. Le chef éclata de rire. Un son comme du gravier dans une bétonnière. Tu vois, c'est ça le problème. Vous, les gardes, vous avez une trop bonne mémoire, toujours à fourrer votre nez là où il ne faut pas. Ils se précipitèrent sur elle simultanément. Chloé esquiva le premier coup, enfonça son coude dans le plexus solaire du deuxième homme, pivota vers la lisière de la forêt, et y était presque avant que la crosse du fusil ne l'atteigne derrière l'oreille. Des étoiles explosèrent dans sa vision alors qu'elle s'effondrait lourdement sur le sol. Sacrée petite chose, dit quelqu'un à travers le sifflement dans ses oreilles. Le patron avait dit que tu pourrais poser problème. Le sang de Chloé se glaça. Ce n'était pas un acte isolé. Quelqu'un l'avait piégé. Quelqu'un qui connaissait son calendrier de patrouille, qui pouvait manipuler les affectations et les fréquences radio. La trahison la blessa plus profondément que la corde qu'ils utilisèrent pour lier ses poignets. Ils la traînèrent jusqu'au vieux châtaignier, son tronc massif marqué par des décennies de météo et de faune. L'arbre des pendus, comme l'appelaient les locaux, un sombre rappel de la justice frontalière. Chloé lutta contre la panique montante alors qu'ils enroulaient une corde autour de sa cheville. Rien de personnel, dit le chef tandis qu'il la hissait la tête en bas. Juste les affaires. Les loups doivent bien manger quelque chose,
et on ne peut pas avoir des gardes qui interfèrent avec nos opérations. La corde s'enfonça dans sa chair alors que son monde s'inversait. Le sang afflua à sa tête, teintant les bords de sa vision de rouge. Elle regarda leurs bottes disparaître dans la forêt, emportant avec elle tout espoir de secours. Seule, suspendue comme un appât. Chloé ferma les yeux et attendit que les loups viennent. Le temps devenait fluide quand on mourait. La montre de Chloé indiquait 14h47, mais les chiffres semblaient dénués de sens alors que le sang s'accumulait dans son crâne comme un sirop épais. Son pouls avait ralenti à un rythme dangereux, 60 battements par minute et en baisse. La corde autour de sa cheville avait coupé la circulation depuis des heures, laissant son pied engourdi et violet. Les vautours tournaient au-dessus de sa tête, leurs ombres traversant son visage en motifs paresseux. Il reconnaissait la mort quand il la sentait, et le corps de Chloé diffusait sa reddition d'une manière que seuls les charognards comprenaient. Sa bouche semblait remplie de coton, sa langue enflée par la déshydratation. La chaleur de septembre pesait comme une couverture de laine, volant le peu d'humidité qui restait dans son système. Au loin, une brindille craqua. Les yeux de Chloé s'ouvrirent brusquement. Les instincts de survie prenaient le pas sur la séquence d'arrêt de son corps. À 30 mètres de là, quelque chose de massif se déplaçait dans les ombres des pins. Trop grand pour un cerf, trop silencieux pour un ours. Sa vision se brouilla alors qu'elle essayait de se concentrer, des taches rouges dansant sur ses rétines comme des étoiles mourantes. Le loup émergea de la lisière de la forêt comme un fantôme fait de chair. Il était énorme, facilement 65 kilos de muscles et d'os enveloppés dans une fourrure gris argentée qui captait la lumière tachetée du soleil. Des cicatrices striaient son museau et son épaule gauche, témoignage de batailles menées et survécues. Ses yeux ambrés contenaient une intelligence qui semblait presque humaine, étudiant sa situation difficile avec le regard calculateur d'un maître d'échecs examinant un plateau complexe. Le souffle de Chloé se coupa dans sa gorge. Chaque manuel sur la faune, chaque session de formation, chaque histoire de garde forestier vétéran criait le même message, les loups étaient des prédateurs et elle était une proie sans défense, suspendue la tête en bas, saignant des brûlures de cordes, empestant la peur et la sueur. Elle était tout ce qui déclenchait les instincts de chasse d'un prédateur. Mais Fantôme n'attaqua pas. Au lieu de cela, il s'approcha à pas délibérés, chaque placement de pattes prudent et réfléchi. Ses narines se dilatèrent, lisant l'histoire chimique de sa détresse. Chloé se retrouva hypnotisée par son mouvement. Fluide comme l'eau, silencieux comme l'ombre, puissant comme le tonnerre contenu. 6 mètres. 4. 3. Fantôme s'arrêta juste en dessous d'elle, assez près pour qu'elle puisse voir les vibrisses individuelles sur son museau balafré. Son souffle était chaud contre son visage, portant des odeurs d'aiguilles de pin et de viande sauvage. L'espace d'un battement de cœur, prédateur et proie se considérèrent à travers le gouffre impossible entre les espèces. Puis Fantôme fit quelque chose qui défiait toutes les lois de la nature que Chloé pensait comprendre. Il se dressa sur ses pattes arrière. Le loup massif se leva de toute sa hauteur, les pattes avant appuyées contre le tronc du châtaignier pour l'équilibre. Ses yeux ambrés étaient maintenant au niveau de la corde, étudiant le nœud qui la tenait prisonnière. Chloé regarda en silence, stupéfaite, la tête de Fantôme s'incliner, examinant le problème sous différents angles comme un ingénieur évaluant un défi structurel. « Tu ne peux pas comprendre » murmura Chloé, sa voix à peine audible à travers ses lèvres craquelées. « Ce n'est pas, ça n'a aucun sens. » L'oreille de Fantôme tressaillit au son de sa voix. Un instant, ses yeux dorés rencontrèrent à nouveau les siens, et Chloé sentit quelque chose passer entre eux. La reconnaissance d'une douleur partagée, peut-être, ou simplement la conscience qu'ils étaient tous deux des survivants de batailles qui les avaient laissés balafrés et seuls. Un souvenir la submergea comme une vague scélérate. 3 mois auparavant, elle suivait des braconniers dans cette même zone quand elle l'avait trouvé. Fantôme était pris dans un collet de fil de fer, le métal s'enfonçant profondément dans sa patte arrière alors qu'il se débattait pour se libérer. Le piège était une chose cruelle, conçue pour se resserrer à chaque lutte jusqu'à ce que l'animal meure d'hémorragie ou d'épuisement. Chloé aurait dû appeler des renforts. Le protocole l'exigeait. Au lieu de cela, elle s'était approchée du loup blessé avec rien d'autre que des pinces coupantes et une trousse de premier secours, poussée par un instinct qu'elle ne pouvait nommer. Fantôme l'avait regardé travailler, assez intelligent pour comprendre qu'elle l'aidait, assez confiant pour rester immobile pendant qu'elle nettoyait et pansait ses blessures. Elle avait violé une douzaine de règlements ce jour-là, mais certains actes transcendent la politique. Quand Fantôme s'était éloigné en boitant dans la forêt, Chloé avait pensé qu'elle ne le reverrait jamais.
Le souvenir avait hanté ces moments de calme, une bonne action qui semblait être la première chose pure qu'elle avait faite depuis le Mali. Maintenant, il était là, revenu sur un lieu de traumatisme partagé. Et d'une manière ou d'une autre, il la reconnaissait. Fantôme retomba sur ses quatre pattes et commença à tourner autour de l'arbre, sa tête massive inclinée vers le haut pour étudier le point d'ancrage de la corde. Le cœur de Chloé martela ses côtes alors que la compréhension se faisait jour. Ce n'était pas un comportement animal aléatoire. C'était de la résolution de problèmes. Le loup acheva son circuit et se positionna de nouveau juste en dessous d'elle. Sans hésitation, il ouvrit ses mâchoires et les referma sur la corde. « Oh, mon Dieu !» souffla Chloé. « Tu te souviens. » Les dents de Fantôme étaient conçues pour broyer les os et déchirer la chair, mais il appliqua une pression avec une précision chirurgicale. Les fibres de la corde commencèrent à s'effilocher sous la force de ses molaires. Chloé sentit la ligne trembler et s'étirer alors que 65 kilos de loup mettaient tout leur poids dans l'effort. La corde chanta sous la tension. Le monde de Chloé bascula et se balança pendant que Fantôme travaillait. Chaque morsure puissante la rapprochait soit de la liberté, soit d'une chute qui lui briserait les os. Son épaule blessée hurlait de protestation, mais l'espoir inonda son système comme de l'adrénaline. 30 secondes. 1 minute. Les muscles de la mâchoire du loup se bombèrent sous l'effort, la salive se mélangeant aux fibres de la corde alors qu'il sciait ses liens avec une détermination méthodique. Avec un craquement sec qui résonna dans la forêt, la corde se rompit. Chloé plongea vers la terre, vers les mâchoires de la créature qui venait de lui sauver la vie. Chloé heurta le sol violemment, son épaule encaissant le plus gros de la chute de 3 mètres. La douleur explosa dans son bras blessé alors qu'elle roulait instinctivement, l'entraînement militaire prenant le dessus sur le choc de l'impact. Des aiguilles de pin et de la terre emplirent sa bouche alors qu'elle cherchait de l'air, ses poumons se rappelant comment fonctionner à l'endroit. Fantôme se tenait au-dessus d'elle, ses pattes massives plantées de chaque côté de son torse. Ses yeux ambrés étudiaient son visage avec une intensité qui lui fit dresser les poils. De si près, elle pouvait voir chaque détail de ses cicatrices de combat. La ligne pâle où une balle avait effleuré son crâne. La chair tordue sur son épaule, où un piège avait failli lui coûter la patte. Ils étaient des âmes sœurs, réalisa-t-elle, tous deux marqués par une violence à laquelle ils avaient survécu mais dont ils n'avaient pas échappé. « Merci », murmura Chloé, sa voix à peine audible à travers le coton dans sa gorge. Les mots semblaient inadéquats pour ce qui venait de se produire. Durant toutes ces années d'études du comportement de la faune, elle n'avait jamais rien vu de tel. Les loups étaient des créatures sociales, oui, mais leur loyauté ne s'étendait qu'aux membres de la meute. Les humains étaient au mieux des concurrents, au pire des menaces. Fantôme recula, lui laissant de l'espace pour s'asseoir. Le mouvement envoya de nouvelles vagues d'agonie à travers son épaule, et elle retint un cri. Sa vision se brouilla alors que le flux sanguin se normalisait, révélant toute l'étendue de ses blessures. Des brûlures de corde encerclaient sa cheville comme des bijoux grossiers, à vif et suintantes. Ses poignets portaient des marques similaires là où les attaches en plastique avaient profondément coupé. La déshydratation faisait battre sa tête à chaque pulsation. Le loup observait son évaluation de son état avec la patience d'un médecin évaluant un patient. Quand Chloé essaya de se lever, ses jambes fléchirent. Fantôme se rapprocha, non pas de manière menaçante, mais pour la soutenir. Elle se retrouva appuyée contre sa large épaule, utilisant sa chaleur solide comme point d'ancrage. « Je ne peux pas rester ici », dit-elle, parlant autant à elle-même qu'au loup. Ils reviendront vérifier leur travail. Et quand il la trouverait partie, elle ne termina pas sa pensée. Des braconniers qui étaient allés aussi loin n'hésiteraient pas à finir le travail. Fantôme sembla comprendre sa détresse. Il se dirigea vers la lisière des arbres, puis s'arrêta et se retourna vers elle avec une intention indubitable. « Suis-moi », disait sa posture. « Fais-moi confiance. » Chaque partie rationnelle de l'esprit de Chloé hurlait des avertissements. Suivre un prédateur plus profondément dans la nature violait tous les protocoles de survie qu'elle avait jamais appris. Mais la pensée rationnelle était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Sa radio était détruite, sa cheville trop endommagée pour une longue randonnée, et elle n'avait aucune idée de l'étendue de la corruption de Stéphane. Fantôme était son seul allié dans un monde qui était soudainement devenu hostile. Elle le suivit dans la forêt. Fantôme se déplaçait avec un silence surnaturel, chaque pas placé avec la précision d'une créature qui comprenait que le son portait la mort dans la nature. Chloé essaya d'égaler sa furtivité, mais son corps blessé faisait du bruit malgré ses meilleurs efforts.
Des branches craquaient sous ses bottes, des feuilles bruissaient à son passage. Elle se sentait maladroite et bruyante comparée à la grâce fluide du loup. Ils voyagèrent pendant ce qui sembla être des heures, mais qui ne fut probablement que 30 minutes. Le soleil avait changé de position, projetant des ombres plus longues à travers la canopée de pins. La cheville de Chloé la lançait à chaque pas, enflant contre sa botte jusqu'à ce qu'elle puisse à peine fléchir le pied. Fantôme semblait sentir sa détresse croissante, s'arrêtant fréquemment pour la laisser se reposer. Au cours d'une de ces pauses, Chloé remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Des empreintes de bottes dans la terre meuble, assez fraîches pour que l'eau ne se soit pas encore infiltrée dans les impressions. Les braconniers les suivaient. « Fantôme » murmura-t-elle avec urgence. La tête du loup pivota vers elle, les oreilles dressées à l'alarme dans sa voix. Elle montra les traces, et ses narines se dilatèrent alors qu'il captait l'odeur humaine. Un grognement sourd gronda dans sa poitrine, non pas dirigé contre elle, mais contre la menace invisible qui les poursuivait. Ils se déplacèrent plus vite maintenant, la prudence cédant la place à l'urgence. Fantôme la conduisit hors du sentier principal sur un chemin si peu marqué qu'il se qualifiait à peine de piste animale. Des branches griffaient l'uniforme de Chloé, déchirant le tissu et éraflant la peau exposée. Sa cheville hurlait à chaque pas inégal, mais l'adrénaline masquait le pire de la douleur. Le son de l'eau courante leur parvint en premier, un ruisseau gargouillant quelque part devant à travers les arbres. Fantôme se mit à trotter et Chloé trébucha derrière lui. Poussés par la promesse d'eau fraîche, ils émergèrent dans une petite clairière où un petit ruisseau des Cévennes sculptait un ruban d'argent à travers le paysage. Chloé s'effondra au bord de l'eau et plongea son visage dans le courant. Le choc de l'eau froide fut comme une décharge électrique, lui éclaircissant la tête et lavant des heures de crasse accumulées. Elle but à longs traits, sentant la vie refluer dans ses tissus déshydratés. Fantôme but à côté d'elle, leurs museaux se touchant presque dans l'eau claire. Alors que le besoin immédiat d'eau était satisfait, Chloé se permit de vraiment regarder son compagnon. Fantôme était magnifique, un exemple parfait de son espèce au sommet de sa condition physique. Son pelage était épais et sain, ses yeux brillants d'intelligence. Les cicatrices qui le marquaient ne diminuaient pas sa beauté, elle ajoutait du caractère, racontait des histoires de survie contre vent et marée. « Tu ne devrais pas exister », murmura-t-elle en étudiant son visage. Les loups de cette taille ont disparu il y a des décennies. Les chasseurs du gouvernement s'en sont assurés. Mais il était là, preuve vivante que certaines créatures sauvages refusaient de se rendre à l'expansion humaine. La tête de Fantôme s'inclina à ces mots, presque comme s'il comprenait le compliment. Puis ses oreilles pivotèrent en arrière et son corps se raidit. Chloé suivit son regard et sentit son cœur s'arrêter. 3 silhouettes émergèrent de la lisière des arbres derrière eux, des fusils brillants au soleil de l'après-midi. Les braconniers avaient retrouvé leur piste. « Eh bien, je suis damné » cria le chef, sa voix portant à travers la clairière. « On dirait que notre appât a attiré quelque chose de plus gros que prévu. » Il leva son fusil et Chloé le vit viser Fantôme. « Non. » Chloé se jeta entre le loup et le fusil, les bras grands ouverts. « C'est moi que vous voulez ? Très bien, mais laissez-le en dehors de ça. » Le chef rit, un son comme du verre brisé. « Madame, ce loup vaut plus pour nous que votre cadavre. Vous avez une idée de ce qu'un spécimen comme ça rapporte sur le marché noir ? Peau, crâne, organes. Bon sang, on pourrait prendre notre retraite avec un seul animal comme ça. » Fantôme s'avança, se plaçant entre Chloé et les hommes armés. Ses poils se hérissèrent comme une crête d'argent le long de son échine, et un grognement émergea de sa gorge qui semblait faire vibrer l'air même. C'était un son du passé préhistorique, quand les loups régnaient sur la nature et que les humains se terraient autour des feux. « Doucement, mon grand », dit le deuxième braconnier, la voix tendue par la peur. « Personne ne veut endommager la marchandise, mais si tu nous obliges à travailler pour ça, eh bien, » il chargea une balle avec une théâtralité délibérée. L'esprit de Chloé passa en revue les options. 3 hommes armés, terrain découvert, un allié blessé qui ne pourrait pas distancer une balle. Les chances étaient impossibles, mais elle avait déjà survécu à l'impossible. Au Mali, lorsque son unité était clouée au sol par les tirs insurgés, elle avait demandé un appui aérien dangereusement proche de sa propre position. Parfois, la seule façon de sortir de l'enfer était de le traverser. « Vous avez fait une erreur », dit-elle au braconnier, la voix stable malgré la terreur qui lui serrait la gorge. « Laquelle, Madame la garde ?» Chloé sourit, et il n'y avait rien d'agréable dans son expression. « Vous avez supposé que nous étions seuls.
Le hurlement de Fantôme déchira le silence de l'après-midi comme un couteau dans un tissu. Il fut immédiatement répondu par une autre voix depuis la Crétaie, puis une autre de l'ouest. Le son se multiplia et fit écho jusqu'à ce que toute la forêt semble vivante de chants de loups. La confiance des braconniers s'évapora alors qu'ils réalisaient qu'ils étaient encerclés par des prédateurs invisibles. Leurs fusils se balançaient sauvagement, cherchant des cibles qui restaient cachées dans les ombres. Impossible, souffla le chef. Les loups ne chassent plus en meute coordonnée. On les a presque tous tués. Presque, acquiesça Chloé. Mais pas tous. Et ceux qui ont survécu, ils ont appris. Ils se sont adaptés. Ils sont devenus plus malins. Les hurlements se rapprochèrent, plus insistants. Fantôme ajouta sa voix au cœur, un son qui parlait d'alliances anciennes et de dettes de sang plus vieilles que la civilisation. Chloé sentit la vibration dans ses os, une musique primale qui réveilla quelque chose de sauvage dans son propre ADN. Les braconniers cédèrent et s'enfuirent. Les hurlements s'évanouirent dans le silence aussi rapidement qu'ils avaient commencé, ne laissant que le doux murmure du ruisseau et la respiration rauque et laborieuse de Chloé. Elle resta figée dans la clairière, attendant que la meute fantôme se matérialise depuis les ombres. Les minutes passèrent. Aucun loup n'émergea. Fantôme la regardait avec ce qu'elle ne pouvait décrire que comme de l'amusement, sa langue pendant légèrement dans ce qui aurait pu être un sourire canin. La réalisation la frappa comme un coup physique. Il n'y avait pas eu de meute. Les appels en écho étaient des astuces acoustiques. Le son rebondissant sur les parois du canyon et la forêt dense qui faisait qu'une seule voix semblait en faire plusieurs. Fantôme avait utilisé le terrain lui-même comme une arme, retournant les propres peurs des braconniers contre eux. Espèce de magnifique salaud, souffla Chloé, le respect et l'émerveillement se mêlant dans sa voix. Tu les as joués comme un violon. L'intelligence du loup était stupéfiante. Non seulement il avait compris la menace que représentaient les hommes armés, mais il avait conçu et exécuté une campagne de guerre psychologique qui aurait impressionné ses instructeurs militaires. Les loups sont des chasseurs de meutes par nature, et la terreur des braconniers d'être encerclés par des prédateurs invisibles avait pris le pas sur leur pensée rationnelle. Mais la victoire semblait creuse. Les hommes se regrouperaient, reviendraient avec des renforts et de meilleures armes. La radio de Chloé était détruite. Ses plans de secours compromis par la trahison de Stéphane. Il devait atteindre la civilisation, mais sa cheville blessée rendait les déplacements sur de longues distances impossibles. Fantôme sembla sentir sa détresse. Il se déplaça à ses côtés et la poussa doucement vers la rive du ruisseau. Au début, Chloé ne comprit pas, mais ensuite elle vit ce qu'il indiquait, une vieille piste de gibier suivant l'eau en aval. Là où il y avait un ruisseau, il pouvait y avoir une route. Là où il y avait une route, il pouvait y avoir de l'aide. Ils commencèrent leur voyage alors que le soleil entamait sa descente vers les sommets de l'ouest. Fantôme imposa un rythme prudent, s'arrêtant chaque fois que la boiterie de Chloé devenait trop prononcée. Sa cheville avait doublé de volume, l'articulation grinçant à chaque pas comme du verre brisé. Le loup semblait comprendre ses limites, ne la poussant jamais plus fort qu'elle ne pouvait le supporter. En marchant, Chloé se surprit à étudier son improbable compagnon. Tout chez Fantôme défiait la sagesse conventionnelle concernant les interactions homme-loup. Sa volonté d'aider, sa pensée tactique, son apparente empathie, rien de tout cela ne correspondait au modèle comportemental qu'elle avait appris. C'était comme si cet animal particulier avait évolué au-delà des contraintes de son espèce. Chloé reconnut des points de repère de patrouille précédentes, un rocher distinctif en forme d'ours endormi, un pin frappé par la foudre qui se dressait comme un doigt squelettique contre le ciel. Il se dirigeait vers la route principale, mais elle était encore à des kilomètres, trop loin pour quelqu'un dans son état. Fantôme se figea soudain, les oreilles dressées et les narines dilatées. Chloé sentit son sang se glacer en reconnaissant le grondement lointain de Quad. Les braconniers s'étaient regroupés plus vite que prévu, et ils utilisaient des machines pour couper les voies de fuite. Le loup la regarda avec une urgence indubitable, puis trotta vers un épais bosquet de saules près du bord de l'eau. Chloé le suivit, se frayant un chemin à travers les branches flexibles jusqu'à ce qu'ils atteignent un creux naturel caché par la végétation. Fantôme s'installa à côté d'elle, sa masse chaude offrant un réconfort contre le froid grandissant du soir. Les quads devinrent plus bruyants, plusieurs moteurs approchant de différentes directions. Chloé se blottit plus profondément dans les saules et essaya de contrôler sa respiration. À travers les interstices du feuillage, elle pouvait voir des phares balayer la rive opposée comme des prédateurs mécaniques chassant dans l'obscurité. « On a perdu la piste il y a environ 400 mètres », cria une voix par-dessus le bruit des moteurs.
Elle a dû se terrer quelque part. Continuez à chercher, répondit une autre. Chloé reconnut la voix du chef des braconniers, la fureur rendant ses mots aussi tranchants que du verre brisé. Elle en a trop vu. Et ce loup, je veux sa tête sur mon mur. Les moteurs tournèrent pendant ce qui sembla être des heures, mais qui ne fut probablement que 20 minutes. Finalement, le son s'estompa alors que la recherche se déplaçait plus en aval. Chloé attendit que le silence revienne avant de sortir de leur cachette. Fantôme était déjà sur ses pattes, alerte et prêt. Dans la lumière mourante, ses yeux reflétaient les derniers rayons du soleil comme de l'or en fusion. Il se dirigea de nouveau vers le ruisseau, mais cette fois, il entra directement dans l'eau. Chloé comprit immédiatement. Se déplacer dans le lit du ruisseau ne laisserait aucune piste olfactive pour les chiens de pistage. L'eau était incroyablement froide, alimentée par la fonte des neiges des montagnes même à la fin de septembre. La cheville blessée de Chloé devint engourdie en quelques minutes, ce qui était à la fois une bénédiction et une malédiction. La douleur s'estompa, mais aussi sa capacité à sentir le fond inégal du ruisseau. Elle trébucha à plusieurs reprises, sauvée de la chute uniquement par la présence solide de Fantôme à ses côtés. Ils suivirent le ruisseau pendant plus d'une heure, se déplaçant maintenant dans l'obscurité, à l'exception de la pâle lumière d'une lune montante. Les vêtements mouillés de Chloé collaient à sa peau, volant la chaleur de son corps avec une efficacité impitoyable. Ses dents claquaient de manière incontrôlable, et elle pouvait sentir l'hypothermie commencer son travail insidieux. Fantôme sembla sentir son état déclinant. Il la conduisit vers un tronc d'arbre tombé qui enjambait le ruisseau, puis sur la rive opposée, où les arbres poussaient denses et serrés. Dans une petite clairière abritée par des pins imposants, il s'arrêta et se tourna pour lui faire face. Sans avertissement, le loup se coucha et roula sur le côté, exposant son ventre dans le geste ultime de confiance et de vulnérabilité. Chloé comprit immédiatement ce qu'il offrait, chaleur, abri, protection. Dans la nature, les membres de la meute partageaient la chaleur corporelle pendant les nuits froides. Fantôme lui étendait cette ancienne courtoisie. Chloé n'hésita qu'un instant avant de s'installer contre le flanc du loup. Sa fourrure était épaisse et chaude, l'isolant du sol froid. Fantôme ajusta sa position pour créer un brise-vent, son corps massif formant un abri vivant. Pour la première fois depuis l'embuscade, Chloé se sentit vraiment en sécurité. Alors que la chaleur revenait dans ses os, l'épuisement la submergea enfin. Elle somnola par intermittence, se réveillant en sursaut à chaque bruit de la forêt. Mais Fantôme restait alerte, ses oreilles bougeant constamment, ses sens étendus dans l'obscurité comme des fils-pièges invisibles. Il montait la garde, protégeant sa compagne de meute vulnérable avec la dévotion d'un soldat. Dans ses demi-rêves, Chloé se retrouva à penser au Mali, aux frères qu'elle avait perdus dans cet enfer désertique. Combien de fois avait-il partagé la chaleur lors de froides nuits de montagne, veillant les uns sur les autres contre un ennemi qui frappait depuis les ombres? Les parallèles étaient indéniables. Fantôme lui offrait la même loyauté inconditionnelle qui avait soudé son unité. L'aube arriva lentement, peignant le ciel oriental de nuances de rose et d'or. Chloé se réveilla pour trouver Fantôme déjà debout, le nez levé pour tester la brise matinale. Quelque chose avait changé pendant la nuit. Sa posture était différente, plus alerte, presque dans l'expectative. Au loin, Chloé entendit le son qui expliquait son comportement. Un hélicoptère approchait, ses rotors fendant l'air matinal avec une précision rythmique. Recherche et sauvetage, se dit son esprit avec espoir. Mais à mesure que l'appareil se rapprochait, son cœur se serra. Il ne volait pas selon le schéma de recherche d'une opération de sauvetage. Ils venaient droit sur leur position, guidés par des informations qui ne pouvaient provenir que d'une seule source. Stéphane les avait trouvés. L'hélicoptère gronda au-dessus de leur tête comme une mort mécanique, le souffle de son rotor aplatissant les branches de pin et envoyant des débris en spirale dans l'air matinal. Chloé se pressa contre le tronc d'arbre tombé. Fantôme s'accroupit à côté d'elle, tous deux essayant de devenir invisibles alors que l'appareil effectuait un lance-cercle au-dessus de leur position. À travers la canopée, elle entrevit le ventre de l'appareil, non marqué, modèle civil, certainement pas celui du parc. Stéphane avait fait appel à des entrepreneurs privés, probablement les mêmes mercenaires qui dirigeaient l'opération de braconnage. La corruption était plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé, des tentacules s'étendant dans des recoins du service du parc qu'elle n'avait jamais soupçonné. L'hélicoptère se stabilisa en vol stationnaire à 50 mètres de là, et Chloé entendit le sifflement distinctif d'un moteur de treuil. Quelqu'un descendait en rappel, armé et dangereux.
Les poils de Fantôme se hérissèrent le long de son échine, une crête de fourrure argentée qui captait la lumière filtrée du soleil. Ses yeux ambrés suivaient la silhouette descendante avec une concentration prédatrice. « Reste à terre », murmura Chloé, bien qu'elle doutât que Fantôme ait besoin de cette instruction. Les instincts de survie du loup l'avaient maintenu en vie dans un monde qui le voulait mort. Il comprenait le danger mieux que la plupart des humains. Le premier mercenaire toucha le sol avec une efficacité exercée, son fusil automatique balayant en arc précis alors qu'il établissait un périmètre de sécurité. Chloé reconnut les mouvements, entraînement militaire, probablement un passé dans les forces spéciales. Ce n'était pas un péquenot à la gâchette facile avec un permis de chasse. C'était un tueur professionnel. Une deuxième silhouette descendit, puis une troisième. Il se déplaçait avec la coordination d'une équipe chevronnée, communiquant par signaux manuels alors qu'il se déployait pour couvrir toutes les voies de fuite. Le cœur de Chloé se serra en réalisant la situation tactique. 3 professionnels armés contre une garde forestier blessée et un loup, aussi intelligent soit-il. Le calcul était impitoyable. Les traces s'arrêtent au ruisseau, rapporta l'un d'eux par radio, sa voix portant clairement dans l'air matinal. Mais impossible qu'ils aient traversé ici. L'eau est trop profonde, le courant trop rapide pour quelqu'un avec ses blessures. Fantôme se raidit à côté d'elle. Chaque muscle bandé comme un ressort sous tension. Chloé suivit son regard et sentit son sang se glacer. Une 4e silhouette descendait de l'hélicoptère. Stéphane Leroy, reconnaissable même à cette distance. Son supérieur, l'homme en qui elle avait confiance, arrivait pour superviser personnellement son exécution. Stéphane toucha le sol et prit immédiatement les commandes, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à commander. Dispersez-vous à des intervalles de 400 mètres. Il se cache quelque part près d'ici. Le loup ne quittera pas son territoire, et elle est trop blessée pour aller loin. Et le soutien aérien ? Demanda l'un des mercenaires. L'imagerie thermique les repérerait en quelques minutes. Non. La réponse de Stéphane fut sèche. Définitive. Ça reste discret. Pas d'implication des autorités, pas de rapports officiels. On gère ça en interne. On nettoie le bazar. On remplira la paperasse plus tard. La garde du bois a eu un malheureux accident en enquêtant sur une activité illégale. Perte tragique, mais ces choses arrivent dans la nature. Les mains de Chloé se serrèrent en poing alors que toute l'étendue de la trahison de Stéphane se cristallisait. Il ne se contentait pas de couvrir une opération de braconnage. Il l'effaçait complètement, réécrivant l'histoire pour éliminer un témoin gênant. Combien d'autres gardes avaient connu des morts accidentelles en s'approchant de trop près de la vérité ? La tête de Fantôme se tourna vers elle, ses yeux intelligents semblant lire ses pensées. Il vit sa colère, son désespoir, son sentiment croissant d'impuissance. Sans avertissement, le loup se leva de leur cachette et s'avança à découvert. Fantôme. Non. Siffla Chloé. Mais il était trop tard. Le loup massif se tenait à la vue de l'équipe de recherche, son pelage argenté brillant au soleil du matin, ses cicatrices visibles sur son museau et son épaule. Il était magnifique et terrible, une incarnation vivante de tout ce qui était sauvage et indompté que l'humanité avait essayé d'exterminer. Putain de merde, souffla l'un des mercenaires. Regardez la taille de ce truc. Stéphane leva son fusil, mais ses mains tremblaient. C'est lui. C'est le loup qui a tué mon fils. Monsieur, le mercenaire en chef semblait confus. Je pensais que votre garçon s'était noyé. Le loup était là, la voix de Stéphane se brisa d'une hystérie à peine contrôlée. Debout au-dessus du corps de Léo quand je l'ai trouvé. Il l'a probablement traîné dans l'eau, la main tenue sous l'eau. Ces prédateurs, ils savent comment tuer sans laisser de preuves. Chloé se sentit mal en écoutant la version tordue de l'histoire de Stéphane. Quoi qu'il soit réellement arrivé à son fils, il avait transformé la tragédie en une justification pour le meurtre. Le deuil s'était aigri en folie. Et maintenant, cette folie était sur le point de réclamer 2 autres vies. Fantôme se tenait parfaitement immobile, ne faisant aucun mouvement agressif, n'offrant aucune menace au-delà de sa simple existence. Mais pour Stéphane, le loup représentait chaque échec, chaque perte, chaque moment de faiblesse qui avait mené à cet endroit terrible. L'animal était devenu un symbole de tout ce qu'il ne pouvait ni contrôler ni comprendre. Tirez, ordonna Stéphane, sa voix stable maintenant, froide comme la pierre d'hiver. Le doigt du mercenaire trouva la détente.
Le temps ralentit en un miel ambré, chaque seconde s'étirant vers l'infini. Chloé regarda, impuissante, le canon du fusil se centrer sur la poitrine de Fantôme, sachant qu'elle était sur le point d'assister à la mort de la créature la plus remarquable qu'elle ait jamais rencontrée. Le coup de feu brisa le silence matinal comme du verre qui se casse. Fantôme s'effondra sur le sol de la forêt, le pourpre se répandant sur sa fourrure argentée comme de la peinture renversée. Il essaya de se relever, échoua, essaya de nouveau. Ses yeux ambrés trouvèrent ceux de Chloé à travers le sous-bois, et en eux, elle vit non pas de la douleur, mais du pardon. Le loup qui lui avait sauvé la vie était en train de mourir, et elle ne pouvait rien faire pour le sauver. Chloé jaillit du sous-bois comme une force de la nature déchaînée. La rage consuma sa pensée rationnelle alors qu'elle se jetait sur le mercenaire le plus proche. 20 ans d'entraînement militaire se cristallisèrent en pure violence. Son épaule percuta sa poitrine, le projetant en arrière contre un tronc de pin avec une force à briser les os. « Bande de salauds !» hurla-t-elle, griffant pour attraper son fusil. Il n'attaquait personne. Le mercenaire tenta de pointer son arme sur elle, mais Chloé était maintenant à l'intérieur de sa garde, alimentée par le deuil et la fureur. Son coude percuta sa tempe, et il tomba comme un arbre abattu. Elle se tourna vers les autres, le sang coulant de ses blessures rouvertes, ressemblant plus à un esprit vengeur qu'à une garde forestier. Halte là, la voix de Stéphane craqua d'autorité et de peur. Halte là, Dubois. C'est fini. Fini? Le rire de Chloé était sauvage, dément. Vous l'avez assassiné. Vous avez assassiné la créature la plus magnifique que Dieu ait jamais mise sur cette terre. Et pourquoi? Votre propre culpabilité tordue. Les mercenaires restants avaient leurs armes pointées sur elle, mais quelque chose dans son expression les fit hésiter. Ce n'était pas la femme brisée qu'ils avaient suivie. C'était une guerrière qui avait tout perdu et n'avait plus rien à perdre. Stéphane s'avança, son fusil fumant encore du tir qui avait abattu Fantôme. Cet animal a tué mon fils, Dubois. C'était la justice, pure et simple. La justice? La voix de Chloé tomba à un murmure plus terrifiant que ses cris. Tu veux savoir ce qu'est la justice, Stéphane? Laisse-moi te raconter ce qui est vraiment arrivé à Léo. Elle plongea la main dans sa veste déchirée et en sortit un paquet étanche, son appareil photo de secours, celui qu'elle portait toujours lors des patrouilles en solo. Avec des doigts tremblants, elle activa l'appareil et fit défiler les images stockées jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Il y a 3 mois, dit-elle, brandissant l'appareil pour que Stéphane puisse voir l'écran. Quand j'ai trouvé Fantôme pris dans ce collet de braconnier. Regarde l'horodatage, Stéphane. 15 juillet. Le même jour où ton fils s'est noyé. L'image montrait Fantôme piégé dans le fil de fer, sa patte saignant, ses yeux écarquillés de douleur et de peur. Mais en arrière-plan, à peine visible à travers les arbres, il y avait autre chose. Une petite silhouette en maillot de bain rouge, debout dans l'eau jusqu'à la taille dans un petit ruisseau des Cévennes. Le visage de Stéphane devint blanc. C'est impossible. J'étais là, Stéphane. La voix de Chloé était stable maintenant, chaque mot un coup de marteau. J'ai tout vu. Ton fils ne nageait pas seul. Fantôme essayait de le tirer sur la rive. Le loup a attrapé le maillot de Léo, a essayé de le traîner en sécurité, mais le garçon était déjà inconscient, déjà en train de se noyer. Elle fit défiler jusqu'à l'image suivante, un plan plus large qui montrait toute la scène, Fantôme dans l'eau, la forme inerte de Léo dans ses mâchoires, le loup luttant vers la rive avec son précieux fardeau. Il essayait de sauver ton fils, espèce de malade. Et quand tu es arrivé, ivre-mort, 2 heures plus tard, tu as trouvé Fantôme montant toujours la garde près du corps. Le loup protégeait Léo, attendant une aide qui n'est jamais venue parce que son père était effondré dans un bistrot au lieu de surveiller son enfant. Stéphane recula comme s'il avait été frappé. Non non, ce n'est pas Léo avait peur des chiens. Il ne se serait jamais approché d'un loup. Chloé fit défiler jusqu'à une 3e image, une qui détruisit la dernière illusion de Stéphane. Elle montrait Léo plus tôt ce même jour, vivant et riant, nourrissant Fantôme à la main avec un sachet de fruits secs. Le garçon et le loup étaient clairement à l'aise l'un avec l'autre, des amis même. Ton fils venait à cet endroit depuis des semaines, dit Chloé doucement. Il nourrissait Fantôme, jouait avec lui. Le loup était son ami secret, Stéphane. Et quand Léo a eu des ennuis, Fantôme a essayé d'être son héros. La vérité frappa Stéphane comme un coup physique. Ses genoux fléchirent et il s'effondra sur le sol de la forêt,
le fusil tombant de ses doigts inertes. « Je l'ai tué », murmura-t-il. « J'ai tué le loup qui a essayé de sauver mon garçon. » Mais il était trop tard pour la rédemption. Fantôme gisait immobile dans les aiguilles de pin, son magnifique pelage taché de pourpre. Chloé s'agenouilla à côté du loup déchu, pressant ses mains contre la blessure dans sa poitrine. Le sang suintait entre ses doigts, chaud et collant et absolument final. « Je suis désolée », murmura-t-elle en caressant le museau balafré de Fantôme. « Je suis tellement désolée de ne pas avoir pu te protéger. » Les yeux ambrés du loup étaient ouverts mais vitreux, fixant quelque chose au-delà du monde physique. Chloé chercha un pouls et ne trouva rien. Pas de battement de cœur, pas de souffle, pas d'étincelle de l'intelligence qui avait rendu Fantôme unique en son genre. Un son s'échappa de sa gorge qui était mi-sanglot, mi-hurlement, un bruit de chagrin pur qui sembla résonner à travers la forêt comme une prière pour les morts. Elle avait perdu son unité au Mali, perdu son mariage à cause du stress post-traumatique, perdu sa foi en la capacité de l'humanité à faire le bien. Maintenant, elle avait perdu la seule chose pure qui avait restauré sa croyance en la rédemption. « Madame », la voix était douce, respectueuse. Chloé leva les yeux pour voir l'un des mercenaires s'approcher, son arme abaissée. « Nous devons signaler ça. Ce qui s'est passé ici ce n'est pas juste. » Stéphane leva les yeux de sa position sur le sol, des larmes coulant sur son visage. « Pas d'appel, pas de rapport. On nettoie ça. On enterre les preuves. Taisez-vous. » La voix du mercenaire était plate, dégoûtée. « J'ai fait des choses discutables pour de l'argent, mais je ne vais pas couvrir le meurtre d'un animal héros. Ce loup est mort en essayant de sauver un gamin, et vous l'avez abattu pour ça. » Chloé sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Tous les hommes de Stéphane n'étaient pas irrécupérables. Certains reconnaissaient encore la différence entre le bien et le mal. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » dit-elle en sortant un petit appareil de sa poche. « J'ai enregistré l'audio tout ce temps. Chaque mot que Stéphane a dit, chaque aveu de culpabilité, chaque détail de cette conspiration, tout est documenté. » Le visage de Stéphane devint cendré. « Vous bluffez. Votre téléphone a été détruit avec votre radio. » Chloé brandit un petit enregistreur numérique, sa lumière rouge clignotant toujours. « Système de secours, Stéphane. Tout comme l'appareil photo. J'ai appris au Mali à ne jamais compter sur un seul point de défaillance. » Le son d'hélicoptère approchant emplit l'air. De vrais appareils de sauvetage cette fois, portant les marques distinctives des gardes forestiers du parc national et de la gendarmerie nationale. La balise de détresse de Chloé, celle qu'elle avait activée juste avant de se révéler, avait finalement atteint ses destinataires. « Comment ?» Stéphane la regarda avec incrédulité. « Fantôme, » dit simplement Chloé. « Il m'a conduite sur les hauteurs la nuit dernière, à un endroit où ma balise pouvait atteindre les satellites. Même en mourant, il essayait encore de me sauver. » Les hélicoptères atterrirent en séquence, déversant des gendarmes et des secouristes qui sécurisèrent immédiatement la scène. Stéphane et ses mercenaires restants furent placés en état d'arrestation, leurs armes confisquées comme preuve. Chloé se retrouva enveloppée dans une couverture de survie pendant que les médecins examinaient ses blessures, mais elle ne pouvait détacher ses yeux du corps de Fantôme. Même dans la mort, le loup conservait sa dignité, sa noblesse. Il avait l'air de dormir, attendant la meute qui ne viendrait jamais. « Nous prendrons bien soin de lui », promit le docteur Jean Moreau, s'agenouillant à côté du loup déchu. Les mains burinées du vétérinaire se déplacèrent doucement sur la forme immobile de Fantôme, cherchant des signes de vie que Chloé savait ne pas être là. « Il m'a sauvé la vie 2 fois, » dit Chloé à travers ses lèvres engourdies. D'abord de l'arbre, puis du désespoir. Je lui dois tout. L'examen du docteur Moreau fut minutieux mais futile. La balle avait frappé Fantôme à la poitrine, l'impact assez massif pour arrêter son cœur instantanément. Il n'y aurait pas de résurrection miraculeuse, pas de sursis de dernière minute. Alors qu'il chargeait le corps de Fantôme sur une civière, Chloé sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas son cœur, qui avait été brisé il y a longtemps au Mali, mais quelque chose de plus profond. La partie de son âme qui croyait encore en la justice, en un sens, en la possibilité que le bien puisse triompher du mal. Fantôme était mort sans autre crime que celui d'exister, sans autre péché que d'avoir tenté de sauver un enfant de la noyade. Le monde était plus sombre sans lui, plus froid, plus vide d'émerveillement et de possibilités. La gendarme chef Monique Leclerc apparut aux côtés de Chloé, carnet en main.
Nous aurons besoin d'une déclaration complète, garde Dubois. Tout ce qui s'est passé, depuis le début. Chloé hocha la tête, hébétée. Tout a commencé par un mensonge, dit-elle. Stéphane m'a dit qu'il y avait des campeurs illégaux sur le massif du Mont Égual, mais en réalité, il m'envoyait dans un piège. Alors qu'elle commençait son récit, Chloé regarda le corps de fantôme disparaître dans la baie médicale de l'hélicoptère. Quelque part au loin, un loup hurla. Probablement juste le vent dans les arbres, mais cela sonnait comme un adieu. L'enquête prendrait des mois. Stéphane ferait face à des accusations de complot, de tentatives de meurtre et de trafic d'espèces sauvages. Le réseau de braconnage serait démantelé, ses membres poursuivis avec toute la rigueur de la loi. La justice serait rendue, éventuellement, mais Fantôme serait toujours mort, et aucune justice ne pourrait ramener le loup qui avait montré la capacité de l'amour à traverser les lignes des espèces. 3 jours après la mort de Fantôme, quelque chose d'impossible se produisit. Le docteur Jean Moreau appela Chloé à l'hôpital où elle se remettait de ses blessures. Sa voix portait un tremblement qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, le genre d'incertitude qui vient lorsqu'une vie de certitude scientifique s'effondre soudainement. « Vous devez venir ici », dit-il sans préambule. « À la clinique vétérinaire. Il y a quelque chose à propos de Fantôme qui n'a aucun sens. » Le cœur de Chloé se serra. « Jean, s'il vous plaît, ne me donnez pas de faux espoirs. Je l'ai vu mourir. J'ai moi-même cherché son pouls. Venez, s'il vous plaît. » Elle trouva le docteur Moreau dans sa salle d'examen, debout au-dessus du corps de Fantôme avec une expression de complète perplexité. Le loup gisait sur la table en métal, immobile et silencieux, son magnifique pelage terni par la mort. Mais quelque chose était différent. Le sang séché avait été nettoyé, révélant la blessure par balle dans sa poitrine. Une blessure qui semblait bien moins grave que dans le souvenir de Chloé. « Je suis vétérinaire depuis 37 ans, dit doucement le docteur Moreau. J'ai vu toutes sortes de traumatismes, tous types de blessures. Cela aurait dû être fatal. La trajectoire de la balle, la vélocité de l'impact, les dommages aux organes, tout indiquait une mort instantanée. » Chloé s'approcha de la table avec hésitation, ayant peur d'espérer. Mais la balle n'a pas touché son cœur. Elle l'a manqué de moins d'1 millimètre, a traversé le tissu musculaire et est ressortie proprement. Aucun organe vital n'a été endommagé. Cela aurait dû être survivable, mais il n'avait ni pouls, ni respiration, ni activité cérébrale pendant plus de 6 heures. Le docteur Moreau retira un drap chirurgical, révélant un équipement de surveillance attaché à la forme immobile de Fantôme. Les yeux de Chloé se fixèrent sur les écrans, cherchant les lignes plates qui confirment ses pires craintes. Au lieu de cela, elle vit quelque chose qui fit fléchir ses genoux. Un battement de cœur, faible mais régulier, peignant des pics verts sur le moniteur cardiaque. Il est vivant. Les mots sortirent à peine comme un murmure. Techniquement, oui. Mais Chloé, ce que je vais vous dire va à l'encontre de tout ce que je comprends de la physiologie des mammifères. Son cerveau n'a montré aucune activité pendant 6 heures. Sa température corporelle est tombée à 28 degrés. Selon toutes les définitions médicales, Fantôme était mort. Chloé fixa la poitrine du loup, cherchant la subtile montée et descente qui indiquerait la respiration. Là, si légère qu'elle était presque imperceptible, mais définitivement présente. Qu'est-ce qui a changé? Le docteur Moreau secoua la tête. C'est ce que je ne peux pas expliquer. Vers minuit la nuit dernière, son cœur s'est simplement remis à battre. L'activité cérébrale a repris. La température corporelle a commencé à remonter à la normale. C'est comme s'il avait décidé de revenir d'où il était parti. Chloé tendit des doigts tremblants pour toucher le museau de Fantôme. La fourrure était chaude, douce, indéniablement vivante. Alors que sa main entrait en contact, l'oreille du loup tressaillit très légèrement, mais assez pour envoyer une décharge électrique à travers son système nerveux. « Tu m'entends » murmura-t-elle. « Fantôme, si tu es là, si tu peux me comprendre, s'il te plaît, donne-moi un signe. » Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis, les yeux ambrés de Fantôme s'ouvrirent. Ils étaient flous au début, les pupilles dilatées par le traumatisme que son cerveau avait enduré, mais peu à peu, la conscience revint. Son regard trouva le visage de Chloé et s'y fixa avec une reconnaissance indubitable. « Salut, mon grand », dit Chloé, des larmes coulant sur ses joues. « Bienvenue au pays des vivants. » Fantôme essaya de lever la tête, mais n'en eut pas la force.
Au lieu de cela, il parvint à déplacer une patte massive jusqu'à ce qu'elle repose sur le bras de Chloé. Le geste était faible, mais délibéré, une salutation entre de vieux amis qui avaient été séparés par la mort elle-même. Le docteur Moreau vérifia les moniteurs avec une efficacité professionnelle, mais Chloé pouvait voir l'émerveillement dans ses yeux. Les signes vitaux se stabilisent. La pression artérielle remonte à la normale. L'activité neuronale est bien, elle est hors norme. Je n'ai jamais vu de schémas cérébraux comme ceux-ci chez aucun animal. Au cours des jours suivants, le rétablissement de Fantôme défia toutes les prédictions médicales. Ce qui aurait dû prendre des semaines de soins intensifs se produisit en quelques heures. Sa force revint. Ses blessures guérirent avec une vitesse surnaturelle. Son intelligence semblait plus vive que jamais. En une semaine, il marchait. En 2 semaines, il courait. Mais le vrai miracle n'était pas le rétablissement physique de Fantôme. C'était ce que son retour de la mort avait déclenché dans le monde extérieur. L'histoire du loup qui était mort en sauvant une garde forestier puis était revenu à la vie se répandit sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Fantôme le loup devint un sujet tendance en quelques heures. Des équipes de télévision descendirent sur le parc national des Cévennes, retransmises par toutes les grandes chaînes de télévision françaises. Des scientifiques affluèrent d'universités du monde entier, désespérés d'étudier l'animal qui avait apparemment vaincu la mort. Chloé se retrouva projetée sous des feux de la rampe qu'elle n'avait pas souhaité. Les demandes d'interview affluèrent par centaines. Les éditeurs proposèrent des contrats de livres. Les producteurs d'Hollywood présentèrent des droits de film. Tout le monde voulait posséder un morceau du miracle, profiter de la résurrection de Fantôme. Ça devient incontrôlable, dit la gendarme-chef Monique Leclerc à Chloé lors d'un de leurs briefings réguliers. Nous avons des manifestants qui campent devant les portes du parc. Des militants des droits des animaux d'un côté, des fondamentalistes religieux de l'autre. Certains qualifient Fantôme de miracle, d'autres d'abomination. Chloé regarda par la fenêtre de la clinique alors que Fantôme jouait dans un enclos extérieur sécurisé que le docteur Moreau avait construit. Le loup semblait inconscient du chaos qui tourbillonnait autour de lui, compte de chasser les papillons et de faire la sieste au soleil. Son flirt avec la mort n'avait pas diminué sa joie des plaisirs simples. Que veulent-ils ? Demanda Chloé. Ça dépend à qui vous demandez. Les scientifiques veulent l'étudier, comprendre comment il est revenu. Les religieux pensent qu'il est soit un ange, soit un démon, selon leur théologie particulière. Le gouvernement veut le classer comme trésor national, et les médias veulent juste exploiter l'histoire jusqu'à ce que quelque chose de plus brillant apparaisse. Chloé sentit un œuf familier d'anxiété dans son estomac. Au Mali, elle avait appris qu'être au centre de l'attention signifiait généralement être une cible. Fantôme avait survécu à une tentative d'assassinat. Rien ne garantissait qu'il survivrait à une autre. Et Stéphane ? En prison en attente de son procès. Ses avocats tentent de plaider la folie temporaire provoquée par le deuil, mais les preuves contre lui sont accablantes. L'enregistrement que vous avez fait, le témoignage de ses propres mercenaires, les dossiers financiers le reliant à l'opération de braconnage. Il risque 25 ans à perpétuité. La justice, pensa Chloé, mais cela sonnait creux. L'emprisonnement de Stéphane ne ramènerait pas les membres de la meute de fantômes qui étaient morts dans les collets des braconniers. Cela n'effacerait pas les années de traumatisme qu'elle et Fantôme avaient endurées. 3 mois après la résurrection de Fantôme, Chloé prit une décision qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Elle démissionna du service du parc. J'ai une meilleure offre, expliqua-t-elle au docteur Moreau alors qu'il marchait dans les bois entourant sa clinique. Fantôme trottait à leur côté, complètement rétabli, son pelage brillant d'argent sous la lumière de l'après-midi. Quel genre d'offre ? Chloé sortit un document juridique de sa veste. Le testament du père de Stéphane, celui que Stéphane a essayé de supprimer. Le père de Stéphane a laissé toute sa succession pour la création d'un sanctuaire pour loups. Il s'avère que le vieil homme planifiait ça depuis des années, documentant tout, mettant de côté des fonds. Il voulait créer un havre de paix pour les loups qui ne pouvaient pas survivre dans la nature. Le docteur Moreau s'arrêta de marcher. Et le gouvernement honore ses souhaits. 2000 hectares de terres protégées, un financement complet pour le personnel et les installations, un soutien juridique pour secourir et réhabiliter les loups en danger d'Europe. Chloé baissa les yeux vers Fantôme, qui la regardait avec ses yeux ambrés incroyablement intelligents. Ils veulent que je le dirige. Le refuge de Fantôme, dit le docteur Moreau, comprenant immédiatement. Le refuge de Fantôme, confirma Chloé.
Un endroit où les loups comme lui peuvent vivre sans peur, où les choses brisées peuvent guérir, où les deuxièmes chances signifient vraiment quelque chose. Ce soir-là, alors que Chloé et Fantôme parcouraient les limites de ce qui allait devenir leur nouvelle maison, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis le Mali, un sentiment de but qui transcendait la survie personnelle. Fantôme lui avait sauvé la vie 2 fois, mais plus important encore, il avait sauvé son âme. Maintenant, c'était à son tour de sauver les autres. Les premiers loups secourus arrivèrent au printemps suivant. 3 louveteaux orphelins dont la mère avait été tuée par des braconniers, un mâle âgé avec une patte en moins à cause d'un piège, une femelle qui avait été blessée par balle mais avait survécu. Fantôme accueillit chaque nouvel arrivant avec la dignité d'un patriarche accueillant des membres de sa famille à la maison. Alors que Chloé le regardait interagir avec les autres loups, elle réalisa que la mort n'avait rien enlevé à Fantôme. Elle lui avait rendu quelque chose. Son bref voyage au-delà du voile avait restauré ce que la violence des hommes avait volé, sa capacité à faire confiance, à aimer, à croire en demain. Debout dans le crépuscule cévenol, entourée par les loups qu'elle et Fantôme avaient sauvés, Chloé comprit enfin ce que le docteur Moreau avait voulu dire à propos des miracles. Il ne consistait pas à défier la mort ou à briser les lois de la nature. Il concernait l'amour, le refus de se rendre, même lorsque la reddition semblait être la seule option restante. Chers amis, il arrive un moment dans chaque vie où nous réalisons que l'amour ne se termine pas avec un adieu. L'histoire de Chloé et Fantôme nous rappelle que les liens que nous forgeons avec la famille, avec les amis, même avec les créatures qui partagent ce monde magnifique, transcendent les limites que nous pensons nous définir. Comme beaucoup d'entre vous qui ont traversé des décennies de joie et de chagrin, Chloé a découvert que nos plus grandes épreuves mènent souvent à notre but le plus profond. À 55, 60 ou 68 ans, nous pouvons avoir l'impression que nos meilleurs chapitres sont derrière nous, mais le sanctuaire de Fantôme prouve le contraire. Parfois, la seconde moitié de notre histoire devient la plus significative lorsque la sagesse rencontre l'opportunité et que nous comprenons enfin que guérir les autres nous guérit nous-mêmes. Les loups que Chloé a sauvés ne trouvaient pas seulement un refuge, ils lui donnaient la famille qu'elle pensait avoir perdue pour toujours. Vos propres moments fantômes vous attendent. Des petits-enfants qui ont besoin de vos histoires. Des communautés qui ont besoin de votre expérience. Des causes qui ont besoin de votre passion. L'amour que vous avez accumulé au fil des décennies n'est pas destiné à être stocké. Il est destiné à être partagé, multiplié, investi dans les miracles de demain. Avez-vous vécu un moment où aider les autres a contribué à guérir votre propre cœur? Quelle cause ou relation dans votre vie vous a donné un but inattendu dans vos dernières années? Partagez votre histoire dans les commentaires. Vos mots pourraient être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui.